Une semaine en campervan dans l'Ouest américain, un rêve devenu réalité pour notre invité qui a eu la chance de pouvoir tester la van life en toute liberté. Bienvenue à bord pour le débrief de cette aventure inoubliable. Check-in saison 4, c'est maintenant. Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. L'ambition de notre podcast, c'est de vous aider à organiser efficacement votre voyage aux États-Unis. Des témoignages, du vécu, des astuces, des conseils, des bons plans, des coups de cœur et toute l'expérience de notre communauté pour répondre à vos questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce vers le haut et poser vos questions en commentaire. C'est donc le début de la saison 4 et elle commence avec la marraine de Check-in. Salut Johanna. Salut Jean-Christophe. Ravi de te retrouver pour vivre avec toi cette expérience rendue possible grâce à notre collaboration avec l'entreprise Escape Camper Vans. C'est la plus grande compagnie de location de vannes aménagées aux États-Unis. Ils ont plus de 600 vannes et 11 agences basées à Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Denver, Phoenix, Salt Lake City, Seattle, Portland, Chicago, New York et Orlando. Escape Camper Vans nous a permis de tester un de leurs vannes en échange d'un article sur le blog et d'un podcast consacré à cette expérience, sans sacrifier évidemment à notre liberté d'expression et d'opinion. En clair, Johanna, tu vas donc tout nous raconter, sans langue de bois, en toute transparence, en passant à la loupe tous les aspects positifs comme négatifs de cette aventure à bord d'un van. Johanna, deal or no deal? Deal. Perfect. Avant d'embarquer avec toi, est-ce que tu peux nous rappeler combien de voyages tu as déjà réalisés aux États-Unis ? Oula. Pas mal. J'ai commencé à voyager aux États-Unis en 2010 par un voyage à New York où j'ai passé 15 jours. Je suis pas restée qu'à New York, j'ai voyagé un peu autour et ça a été le coup de foudre. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Sur Sunset, on est beaucoup à se retrouver sur ce point-là. Et s'en est suivi 12 voyages, donc j'en suis à 13 actuellement. 12 voyages, quasiment un par an depuis 2010, si on prend en compte la fermeture due au Covid, où je n'ai pas pu y aller du coup pendant plus de 2 ans. Alors cette expérience en campervan, tu en rêvais depuis peu, longtemps ou toujours ? Depuis longtemps. Ça me trottait dans la tête depuis des années. C'est pas forcément spécifique aux États-Unis, c'était quelque chose que je voulais tester lors d'un voyage, quel qu'il soit. J'avoue que pour les États-Unis, c'est quand même encore plus mythique de traverser le Grand Ouest en van aménagé. C'est quand même quelque chose qui est, ça fait très américain. Ça vient de là, j'imagine d'ailleurs. Ce qui m'avait freiné jusque-là, c'est que j'avais pas forcément d'expérience camping. J'ai toujours voyagé, même petite avec mes parents, dans un confort assez relatif, mais un confort quand même. C'est-à-dire qu'on était en gîte ou en chalet ou en bungalow. Et du coup, l'expérience camping, je la connaissais pas. Et donc, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça aux États-Unis à 2 reprises, en 2017 et en 2023. Et quand l'occasion s'est présentée avec Sunset, je me sentais tout à fait prête à me lancer. Donc, c'était plutôt top. Alors pour réaliser ce test grandeur nature, tu as eu carte blanche sur l'itinéraire et tu as choisi évidemment sans hésiter l'Ouest américain. C'est selon toi le terrain de jeu parfait pour un campervan ? L'Ouest américain, oui. Les grands espaces, les grandes routes, les grandes lignes droites comme ça, à bord d'un van aménagé, ça prenait tout sens quoi. Je suis partie sur l'Arizona, un état que je connais plutôt bien, que j'ai fait à plusieurs reprises, dont un en camping il y a tout juste un an. Donc voilà, donc c'était l'occasion de faire découvrir à mon ami qui connaissait pas ce coin de l'Arizona des lieux que j'avais adorés l'année dernière, de refaire des lieux que j'avais fait quelques années auparavant, et dans des campings que je connaissais pour la plupart. Il y en avait quelques nouveaux, mais globalement, je crois que je devais en connaître 3 ou 4 sur la semaine, quoi. Donc j'étais plutôt safe.
Alors on va maintenant s'intéresser à ton carrosse, ses équipements et son confort. Il faut savoir que 5 modèles de campervan sont proposés à la location par Escape Campervans. Ils sont de 2 à 5 couchages. Ils ont tous d'ailleurs leur petit nom. Il y a Delmar, Santa Cruz, Mavericks, Mesa et Jeep Camper. Ils ont une identité visuelle très forte, comme on dit, mais on en parlera d'ailleurs un peu plus tard. Et ils possèdent tous un évier, un réfrigérateur et une cuisinière. Alors, quel modèle avais-tu choisi ? Alors, du coup, avec Escape Campervan, il m'avait proposé 2 modèles, le Maverick, le modèle phare, clairement, et le Mesa. Donc c'est globalement des vannes assez similaires, le Mesa étant un peu plus grand, il est un peu plus long, un peu plus récent, et avec une plage arrière, enfin les banquettes arrière en fait qui sont non amovibles, ce qui n'est pas le cas avec le Maverick. Sur leurs conseils à eux, je suis plutôt partie sur le Mesa, de par le confort et la modernité de l'habitacle. Alors, de série, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans le Mesa qui, je le précise, a été aménagé sur un van Ford T350 ? À l'avant, donc 2 sièges, 2 places de personnes, avec tout ce qu'il faut pour poser les porte-gobelets et tout ça. On en a même 3 par personne, c'est dire. Oui. Un autoradio avec caméra et caméra de recul. Ça, c'est très très confortable, surtout avec un van de cette taille-là et quand on n'a pas de vis-à-vis. À l'arrière, c'est pas toujours simple pour manipuler l'engin. Puis ensuite, donc à l'arrière, tu as une plage arrière pour 3 personnes qui est non amovible, donc elle reste toujours en place. Quand on est 2, ce qui est plutôt pratique, parce que du coup, on peut y laisser nos bagages sans avoir à tout retirer le soir quand on s'installe pour se coucher. Ce qui est le cas avec le Maverick, parce que il faut mettre le lit, donc du coup, il faut tout retirer et le mettre à l'avant pour pouvoir s'installer. Là, au moins, on laisse toutes les affaires sur la banquette arrière et on se pose pas la question, quoi. Et ensuite, à l'arrière, tu as l'espace repas et nuit. Dans la journée, tu as une table avec 2 banquettes qui se transforment en lit la nuit. Donc assez grand quand même, on peut y loger à 3 sans problème. Moi, je m'étais renseignée auprès d'Escape Campervan, je leur avais demandé si c'était possible de laisser le van en mode nuit, même quand on roulait. Je voulais savoir si ça posait de problème ou pas. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. On n'avait pas forcément besoin de l'espace repas dans la journée, ce qui faisait un temps magnifique, donc on était toujours dehors. Donc en fait, on a laissé le van en mode nuit toute la semaine. Comme ça, au moins le soir, on n'avait pas à tout remonter, tout redémonter le matin, ça nous faisait gagner du temps. Et du coup, l'espace cuisine est situé dans l'arrière, donc au niveau du coffre. Dans l'espace cuisine, donc t'as 2 réchauds, enfin c'est une espèce de plaque à réchaud, 2 espaces pour 2 casseroles du coup, un frigo, l'équivalent d'une petite glacière, c'est pas très très grand mais c'est quand même bien pratique, un évier avec de l'eau, une lampe pour avoir de la lumière le soir quand il commence à faire nuit, lampe qui est branchée sur les panneaux solaires, oui je n'avais pas précisé mais tous les vans sont équipés de panneaux solaires sur le toit et qui alimentent et la lampe de nuit et le frigo. Alors ça c'est sympa, ouais. Sachant que le frigo a une autonomie de 12 heures sur le panneau solaire et qu'au bout de 12 heures, le frigo se met sur la batterie de la voiture. Donc elle nous avait bien expliqué, l'idée c'est de réallumer la voiture en fait avant d'aller se coucher pour pouvoir être tranquille la nuit et qu'on se réveille pas en ayant une tuile le lendemain matin et plus de batterie quoi. Donc souvent ce qu'on faisait en fait, on calculait à peu près l'heure à laquelle on allait se réveiller. Et puis 12 heures avant, on essayait d'allumer la voiture pour recharger un peu les batteries. Et du coup, dans cet espace cuisine, il y a aussi des espaces rangement pour pouvoir y mettre le kit, parce que j'en ai pas parlé, mais en fait, lorsqu'on loue le van, on a possibilité de louer aussi le kit cuisine, qui comprend en fait des casseroles, poêles, des assiettes, des verres, des couverts, tout le nécessaire en fait pour manger. D'accord. Donc il y a un espace pour ranger tout ça et puis voilà, il y a un espace aussi où on peut y mettre des affaires et nous le van nous était proposé avec 2 sièges de camping également qu'on n'a pas trop utilisé dans le quotidien parce que en fait tous les emplacements de camping aux États-Unis sont pourvus de tables. Donc en fait, on n'avait pas besoin de nos chaises, mais par contre ça a été bien pratique quand on allait se baigner dans les lacs et tout ça, on pouvait prendre les chaises avec nous. Donc ça c'était cool. En fait, c'est une petite maison sur roue, quoi. On a tout ce qu'il faut, hormis l'espace douche et toilettes qui sont pas présents sur ces vannes-là parce qu'ils sont quand même assez petits, mais dans les campings, il y a toujours tout ce qu'il faut. Donc ça, c'était nickel. Alors, c'est à Phoenix, Arizona, que tu as récupéré le véhicule et j'aimerais qu'on s'arrête sur le premier contact, le premier regard, parce que les clients, ils ont tous un premier crush pour la carrosserie. Dis-nous pourquoi.
moi je parle d'expérience à Phoenix, parce que j'ai pas fait les autres agences de location d'Escape Camper Van, mais à Phoenix, en fait, on arrive sur un parking avec tous les vans qui sont soit en transit, soit qui viennent d'arriver et qui sont en attente d'être nettoyés, soit qui ont été nettoyés et qui vont bientôt repartir. Et donc, il y en avait une dizaine, tous plus originaux les uns que les autres. Ouais. Ça a été le fil rouge des vacances. Les gens nous arrêtaient tout le temps pour nous demander où est-ce qu'on avait une autre van, parce qu'en fait, ils sont tous peints de manière unique par un artiste. Donc, ils ont tous une couleur différente, des dessins différents. Donc, ça, c'est plutôt sympa et c'est très coloré. Et du coup, quand on arrive sur le parking, on a tous ces vannes de toutes les couleurs. Donc, c'est assez étonnant et plutôt grisant, je trouve. Alors, quels sont les équipements personnels que vous avez aussi embarqués dans cette aventure avec Mesa ? On avait un peu carte blanche avec Escape Camper Van. Je dois dire qu'ils ont été vraiment au top au niveau service client, vraiment rien à redire sur eux. De base, quand ils nous ont proposé la collaboration, c'était le van Mesa qu'on avait décidé ensemble avec eux. Et ils avaient de base proposé du coup le pack cuisine avec tous les éléments pour faire la cuisine, le pack aussi literie, donc avec des draps, des oreillers, une couette. Et en fait, quelques temps avant de partir, au vu des températures qui nous étaient annoncées, on s'est dit avec Edith, ça va être compliqué d'être à 2 dans l'habitacle. Quand il fait très chaud, peut-être que ça serait pas mal d'avoir chacun son espace. Et du coup, je les ai contactés en leur demandant si c'était possible, à mes frais, d'ajouter une tente de toit. Mmh. Et en fait, très gentils, ils nous ont dit non, mais il n'y a pas de souci, on l'inclut dans la collaboration, on vous met la tente de toit. Sympa. Donc, ouais, très sympa, franchement. Du coup, on avait 2 espaces lits, donc ça, c'était cool. J'ai pas poussé plus loin pour leur demander un deuxième pack literie, parce que du coup, il y avait 2 lits, donc il fallait 2 packs. En fait, j'en ai profité en allant à Walmart pour acheter un drap et une tête d'oreiller, c'était très bien. Donc j'avais pas demandé de deuxième pack literie. Par contre, je leur ai demandé le pack électrique. Donc le pack électrique, ça se compose d'un adaptateur pour pouvoir brancher le van sur les bornes électriques des campings. Parce que c'est des prises particulières. Donc en fait, dans le pack électrique, il y avait une prise un adaptateur, une multiprise pour pouvoir y brancher plusieurs équipements sans ponctionner la batterie de la voiture, quoi. Et moi, ça c'est tout ce que j'ai pris, mais en plus, il aurait été possible, si on avait souhaité, c'était pas obligatoire, d'avoir le pack douche solaire pour pouvoir prendre une douche et tout ça. Il y a possibilité aussi d'avoir un espèce de barnum pour pouvoir l'installer quand on est sur les campings. Enfin, il y a plein de petites choses en fait qui peuvent se rajouter, alors moyennant forcément des frais supplémentaires. Mais voilà, en tout cas, il est possible de rajouter des choses selon les besoins pour un voyage. Il faut connaître ses propres besoins, quoi. C'est ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un peu à la carte et qu'on peut piocher dans des options qui permettent de moduler son confort selon ses habitudes de voyage et selon sa personnalité, son caractère et ses besoins du quotidien, on va dire. Voilà. Et puisqu'on parle des options, les assurances sont en option et le kilométrage est limité. De base, ils mettent systématiquement l'option 100 miles par jour. 100 miles égale 160 km pour ceux qui... Voilà. 100 miles par jour, c'est pas beaucoup, surtout dans l'Ouest américain, ça va très très vite. Quand on rend le van, si on a dépassé le quota de miles qu'on avait à la base sur l'option qu'on avait choisie, no stress, on pourrait penser que l'idéal ça serait de prendre 2 options, c'est-à-dire faire 200 miles par jour, mais en fait le prix de revient est le même qu'on passe par l'option ou qu'on passe par le kilomètre supplémentaire. Donc ça c'est pour tout ce qui est kilométrage. Et en ce qui concerne les assurances, elles ne sont pas incluses dans la location. Donc quand on loue un van, on a le prix brut, juste la location du van avec les taxes, mais on n'a pas les options et on n'a pas les assurances. Et du coup, il y a 4 possibilités. Soit pas d'assurance du tout, je vous le déconseille fortement, surtout qu'un van ça coûte très cher et la franchise est très élevée. La deuxième possibilité, c'est juste de l'assurance responsabilité civile, donc c'est les personnes. Il y a une deuxième possibilité, c'est juste l'assurance des biens, donc c'est juste le van qui est assuré. Et la 4e option, c'est tout le monde, donc c'est tout. En fait, c'est l'assurance complète, c'est celle qu'on a choisie, c'est celle qu'il faut choisir, je pense. C'est la plus sécure, voilà. Donc nous, on avait pris l'assurance tout compris. Ça reste un véhicule qui est assez large, assez long, qu'on a, enfin, en tout cas, en ce qui me concernait, pas l'habitude de conduire en Europe. Donc je préférais assurer mes arrières, on sait jamais. Et puis ils sont pas chiants. Hein. Clairement,
quand j'ai récupéré le van le premier jour, on a fait le tour ensemble avec la dame du bureau. Et en fait, il y a beaucoup d'accros sur la peinture, parce que comme c'est des peintures qui ont été faites par des artistes, c'est quand même moins solide que de la peinture, de la carrosserie classique. Donc il y a quand même pas mal d'éclats un peu partout. Ça, ils étaient pas pris de tête, ils comptaient pas en fait tous les éclats sur la carrosserie. C'était plutôt sur les roues, les jantes, les vitrages, et à l'intérieur, bien sûr, de faire attention au lit ou des choses comme ça, mais globalement ils étaient quand même plutôt cool, c'était pas à l'aller comme au retour, franchement l'état des lieux ça a été assez rapide, ils ont pas été pris de tête du tout, Bon, après on a fait très attention aussi. Alors tu l'as dit tout à l'heure, c'était ton baptême de camper van et évidemment la taille d'un tel véhicule peut impressionner. Dis-moi comment se sont passés tes premiers miles ? Assez angoissant. Disons que depuis 14 ans maintenant que je voyage aux États-Unis, j'ai tendance à louer des SUV. Donc moi je conduis une petite C3 en France, donc voilà, c'était pas une grosse voiture. Et du coup les SUV c'était une étape autre quand même. Mais voilà, je commence à être habituée maintenant, j'en ai eu même des assez mastoc, mais pas au point quand même du Mesa, qui est très très long, de mémoire il fait 19 pieds de long. Alors j'avais noté un peu plus de 6 mètres. Donc les premiers temps, il a fallu se familiariser avec la taille du véhicule, le moteur aussi parce que c'est quand même beaucoup moins nerveux qu'une voiture, c'est plus lent dans les démarrages et tout ça, donc il faut s'habituer à ce paramètre-là déjà dans les premiers temps. J'avais l'impression de me traîner en fait et de gêner les gens sur la route parce que je ne maîtrisais pas encore trop bien le moteur du véhicule. Ça a fini par venir et à la fin je roulais comme avec une voiture, clairement. Mais voilà, au début il a fallu quand même trouver un peu notre rythme de croisière. Donc oui, ça n'a pas été simple. J'ai bien mis 2 jours à m'y faire. 2 jours à apprivoiser l'engin, et ensuite après c'était que du bonheur, mais c'est vrai, les 2 premiers jours surtout en montagne, c'était folklorique. Il y a des moments où tu te souviens où effectivement t'emmenais pas large entre guillemets. Ah ouais, pour doubler. Ah oui. Quand on a l'impression d'avoir un veau là, ça avançait pas, il avait pas de reprise. Les premiers temps, après je sais pas ce qui a changé dans ma conduite, mais peut-être que j'étais un peu plus assurée et du coup j'y allais de manière plus franco. Mais au début, j'emmenais vraiment pas large dans les dépassements, c'était quelque chose. Et puis pour se garer, ça a été, il y a eu des moments assez drôles où, notamment dans les campings où il faut manœuvrer pour pouvoir mettre le van sur les emplacements. Une voiture, ça va vite parce que avec la direction assistée, ça se fait quand même plutôt bien et tout. Le van, même s'il y a une direction assistée, c'est quand même assez lourd à manipuler. Et du coup, oui, on a eu des nuits où quand il a fallu se garer sur les emplacements, limite on voulait plus repartir parce qu'on se disait ça va être encore la galère pour se réinstaller. Je me rappelle, c'était à Chiricahua National Monument, le camping est dans les bois, et du coup, les emplacements souvent sont entre 2 arbres, donc il fallait manœuvrer le véhicule pour pas toucher les arbres déjà. Ah oui, il fallait pas se raser. Voilà, et puis il y avait des pierres autour, donc fallait aussi avoir l'œil sur les pierres, donc Edith me guidait comme elle pouvait, mais on a bien rigolé ce jour-là, ça a été assez... je crois qu'on a mis 20 minutes pour se garer, quoi, c'était... mais long, mais bon, il est arrivé, puis on a quand même osé repartir après, et recommencer de nuit à se garer. Mais en fait, après, j'avais trouvé le principe, je m'étais habituée, et du coup, ça se passait mieux quand même. Bon, donc rien d'insurmontable. Non, il n'y a rien d'insurmontable, voilà, clairement. On est d'accord. Oui. Alors, comment est-ce que c'est organisé la vie à bord ? Quelles ont été vos routines tous les jours ? La routine, on l'a trouvée assez rapidement, en fait. Dès notre première nuit, je pense. On est assez organisé, faut dire. Je le suis pas toujours dans tous les aspects de ma vie, mais bon, quand même. En voyage, ça va. On trouve très vite notre routine avec Edith, ma pote. Du coup, ça consistait en quoi ? En fait, une fois qu'on avait fait notre journée, généralement on arrivait sur le camping le soir, en fin d'après-midi, parce que on voulait pas arriver de nuit. On voulait pas se mettre en difficulté.
En arrivant sur les campings, on voulait pouvoir arriver 2 jours pour bien voir, pour pouvoir s'installer pour le repas, installer les espaces nuits et tout ça. Donc c'était c'était notre truc non négociable. On voulait arriver 2 jours. Donc on est arrivé assez tôt au camping. Edith installait son coin nuit, moi j'installais le mien. Donc j'étais sur la tente de toit, elle était à l'intérieur. Pour la petite anecdote, je fais 1m63, je suis pas très grande. Edith fait 1m58, elle est encore moins grande que moi. Le van est très haut et la tente de toit, pour y accéder, c'est pas simple quand on est petit. Donc il a fallu qu'on trouve des alternatives pour nous faire grandir. Ça, c'était quelque chose pour pouvoir ouvrir et fermer la tente le lendemain matin, quoi. Donc le premier soir, ça a été toute une histoire pour ouvrir ce fichu van, cette fichue tente, excusez-moi. Oui. Parce qu'en fait, j'avais pas les bras assez longs, donc en cherchant dans le van pour trouver un moyen d'accéder à la poignée, on avait trouvé une pince à barbecue, je dirais. Et ça a été l'occasion de grandir nos mains, nos bras, pour pouvoir accéder à la tente. Donc heureusement qu'on avait cette pince. Donc voilà, donc notre petit rituel, c'était ouverture de la tente. Ensuite, chacune préparait son coin lit. Et ensuite, on sortait de quoi faire à manger. Donc on faisait notre repas, on rangeait le van tous les soirs. On accumule un peu de bordel dans la journée, hein, mine de rien. Comme ça, le lendemain matin, on avait juste à remballer la tente de toit et ensuite... on pouvait partir direct, quoi, après le petit déjeuner. Donc, c'était un peu ça notre rituel, voilà. Donc, si on se résume, un minimum d'organisation pour ne pas se laisser déborder tout à fait. Au quotidien, sachant que l'espace est grand, mais il est tout de même réduit par la force des choses. Oui. Donc, effectivement, c'est une question d'organisation, mais encore une fois, rien d'insurmontable. Avec un peu de système D, tout va bien. Oui, tout à fait. Et puis, oui, un peu, voilà, il faut un peu d'organisation. Alors nous, on a eu de la chance, c'est qu'il a fait très beau tout le séjour. Donc, on n'a pas été gênés par le climat, pour les repas, pour aller se laver, pour même passer du temps tranquille. Enfin, le soir, on bouquinait, des choses comme ça, mais on faisait dehors du coup. C'est vrai que avec un temps un peu plus mitigé, je ne sais pas, ça aurait pas été la même organisation, je pense. Il aurait fallu s'organiser aussi et ça se serait très bien passé, hein, j'ai pas de crainte là-dessus, mais je pense que voilà, ça aurait été notre organisation parce que nous, on avait choisi de laisser le lit installé tout le temps pour éviter d'avoir à le démonter et le remonter tous les matins. Là, voilà, on n'avait pas ça à faire. Alors que s'il avait plu à l'extérieur, je pense qu'il aurait fallu que le lit, on le déplie le matin, pour avoir accès à un espace dans la journée à l'abri, quoi. Alors on le disait tout à l'heure, le gabarit d'un campervan, c'est évidemment pas le même qu'un SUV. Le Mesa faisait un peu plus de 6 mètres de long. Est-ce que ça a compliqué les choses pour le stationnement? Et, question un peu plus large, est-ce qu'on peut se poser partout? Alors pour le stationnement, globalement non. Je peux pas dire que ça nous a posé problème. Les États-Unis, c'est un pays qui est fait pour la voiture. Les places sont larges déjà de base. J'ai pas souvenir qu'on ait dû rebrousser chemin ou changer d'endroits pour se garer. On a toujours trouvé, même en ville, les villes aux États-Unis, c'est pas les mêmes qu'en Europe, et du coup, il y a de quoi se garer partout, et les places sont larges, et donc le van, non, il rentrait partout. Non, on peut pas se parquer n'importe où on veut la nuit, ça c'est sûr que c'est pas possible. Et voilà, il y a des interdictions, et c'est normal, hein, dans les parcs notamment. Et puis en ville, je serais pas très rassurée de dormir n'importe où, moi je pense. Donc voilà, donc je suis des gens qui voyagent beaucoup de cette manière et il y en a plusieurs qui ont été réveillés par la police dans la nuit parce qu'ils n'étaient pas à un endroit autorisé, quoi. Donc faut quand même bien se renseigner, surtout qu'aux États-Unis la loi, alors je dis pas qu'en France la loi n'existe pas, hein, mais ils rigolent pas là-bas. Oui, il y a moins de tolérance, on va dire. Trop. Ouais. Et voilà, c'est important de respecter la loi. Donc non, on peut pas se garer où on veut, on peut pas se parquer où on veut la nuit. Il faut connaître un peu les réglementations. Et il y a des applications qui permettent ça. Nous, on n'avait pas choisi de partir là-dessus. On avait juste 3 nuits où on n'avait rien réservé. La première nuit, c'était dans le Tonto National Forest, mais j'avais déjà checké tous les campings avant de partir, où je savais où est-ce qu'on pouvait aller, voilà. Et à l'époque de l'année où on est parti, en juin, c'est la basse saison là-bas. Donc en fait, les campings étaient quasiment tous vides. Donc on aurait pu ne jamais réserver, on aurait toujours trouvé où dormir le soir, hein. Et puis on n'avait pas réservé à Tucson, parce que je ne savais pas trop comment on allait organiser nos journées. Je savais qu'il allait faire très chaud, c'était nos deux journées les plus chaudes. Donc dans le doute, je préférais voir au jour le jour. Ça a été un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que du coup la première nuit, la température n'allait pas descendre en dessous de 35.
Donc pour avoir un peu de répit avec Edith, on a filé au motel, en fait, on a pris un motel pas cher dans le centre-ville, et en fait on s'est posé pour la nuit pour se rafraîchir un peu, et c'était une bonne idée, ça nous a permis de recharger les batteries. Un peu frustrée de perdre une nuit de camping du coup, parce que moi j'adore l'expérience camping, mais bon, il y a des moments où il faut aussi se préserver. Oui. Donc voilà. Mais la deuxième nuit, par exemple, à Tucson, on n'avait rien réservé. J'avais repéré un camping primitif, pas loin de Sagao National Park. Et en fait, on s'y est pointé en fin de journée. Et très vite, on s'est dit que ça n'allait pas le faire. Il était vraiment perdu au milieu de nulle part. Il y avait personne. Il y avait des panneaux faites attention aux animaux. Ils sont agressifs. Il y a la rage qui circule pas mal en Arizona en ce moment, donc fallait faire très gaffe. Il y avait beaucoup, tous les serpents étaient de sortie. Et il y avait vraiment personne. Et on s'est dit, on va pas passer une nuit toute seule au milieu de nulle part comme ça dans le désert. On va jouer la sécurité. Et du coup, à partir de là, en fait, il a fallu trouver un autre camping en dernière minute. Voilà, c'était pas très confort, sachant que le van, c'est pas une voiture, donc c'est quand même plus difficile à manœuvrer. Tous les kilomètres qu'on fait sont comptés. C'est pas de kilométrage illimité, donc on se disait, mais on va pas rouler des heures et des heures pour trouver un camping. Donc finalement, on en a trouvé un à 25 minutes de route de là où on était. Et on s'est pas posé la question, il était assez cher, mais on s'est dit tant pis, on va pas se prendre la tête, on va aller se mettre là. Et finalement, on a payé le même prix qu'un motel, quoi. Donc c'est les aléas, en fait. Probablement que d'autres personnes se seraient pas pris la tête et auraient dormi dans le camping primitif parce que peur de rien. Mais non, nous on n'était pas très sereines. On s'était dit, en plus il y avait pas d'eau dans le camping. Donc toilettes sèches, alors ça me dérange pas en temps normal, mais toute seule, au milieu de nulle part, sans accès à l'eau, rien. Oui, ça faisait beaucoup de red flags. Ça faisait quand même, beaucoup, ouais. Donc voilà, ça c'est les petits aléas du road trip sans rien réserver en fait. Donc c'était quand même confortable d'avoir la moitié des nuits de réserver, au moins il y avait quand même la moitié des nuits où on se prenait pas la tête. On va, si tu le veux bien, prendre un peu de hauteur. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'un road trip en campervan ? Pour l'instant, je compare le trip camping, c'est-à-dire trip camping van et trip camping tente. C'est les deux expériences que je connais. Donc, juste pour le camping, dans les avantages, moi qui connais que la tente à la base, le confort, ouais. L'organisation aussi, le fait de pas avoir à démonter la tente tous les soirs, ça c'est cool. D'avoir la cuisine qui est toujours prête avec le frigo. Ça, c'était vraiment très, très, très confortable. D'avoir toujours les aliments au frais, de pas devoir tous les matins se dire, bon, où est-ce que je vais trouver de la glace pour maintenir les aliments au frais. Là, on se posait pas cette question-là, on n'avait pas besoin. La tente de toit, ça vraiment, même si j'avais été seule, je pense que si je devais refaire cette expérience, je reprendrais une tente de toit. J'ai trouvé ça vraiment top de dormir en hauteur. La perspective, elle est pas la même quand on est sur le toit de la voiture. Les réveils le matin, les levées de soleil, c'était juste splendide. En plus, je dormais la tente ouverte, donc j'avais l'impression de dormir dehors, tout en me sentant en sécurité, donc ça, c'était cool. Alors qu'Edith, de son côté, dormait à l'intérieur de l'habitacle, et souvent, il est forcément conseillé de laisser la voiture fermée, parce qu'il y a pas mal de bêtes sauvages, donc elle avait pas les mêmes avantages que moi, entre guillemets, lors de ces nuits, quoi. La conduite, très très agréable, parce que le van c'est encore plus haut qu'un SUV, donc on a une vision quand on conduit qui est très confortable, on voit bien tout, quoi. Ça c'est pour les avantages tente van. Pour les inconvénients, la chaleur à l'intérieur de l'habitacle. De mémoire, quand j'étais en tente, il faisait chaud aussi, franchement. Alors après c'était différent parce que la tente on l'a montée au dernier moment le soir, donc elle avait pas le temps de cuire au soleil toute la journée. Oui. Ce qui est le cas du van quand même, mine de rien, faut dire ce qui est, même s'il y avait la clim. Dans le van, globalement, la clim, elle rafraîchissait l'espace avant, mais en fait, très très vite, la chaleur revenait dans l'espace nuit. Et Edith a passé des nuits un peu compliquées où elle a eu très très chaud.
Et en plus, on peut pas ouvrir la fenêtre. Donc, on peut ouvrir la fenêtre à l'avant, mais en fait, les sièges bloquent la circulation de l'air. Donc, en fait, ça lui changeait rien. Elle pouvait pas ouvrir à l'arrière, donc elle pouvait pas faire de courant d'air. Donc, en fait, elle était dans une étuve, la pauvre. C'est le petit inconvénient de voyager à cette époque de l'année. Quels sont tes meilleurs souvenirs avec Mesa ? Je dirais les rencontres déjà, dans un premier temps. C'est fou ce que ça fait parler, surtout l'apparence extérieure du van, le fait qu'il soit si coloré et tout ça. Les gens venaient souvent nous voir pour nous demander où est-ce qu'on l'avait loué. Enfin, bon, déjà ils étaient souvent surpris de savoir qu'on n'était pas américains, qu'on était françaises, parce qu'ils pensaient que c'était un van acheté. Ça fait pas trop van de location en fait, quand on voit pas l'arrière du van où c'est marqué Escape Camper Van avec le numéro de téléphone. Sur les côtés, en fait, on sait pas. Et oui. Du coup, je pense que les gens, dans un premier temps, pensaient que c'était quelque chose qui avait été rénové par la personne. Donc, ils étaient déjà surpris de savoir qu'on était touristes. Ensuite, ils nous demandaient beaucoup où est-ce qu'on l'avait réservé. Et puis, beaucoup de questions pratico-pratiques. Est-ce que ça coûte cher? Voilà, des questions un peu de cet ordre-là. Donc ça, c'était plutôt cool parce que ça permettait de papoter avec les locaux. Je dirais, mes meilleurs souvenirs, c'était les réveils dans la tente le matin. Les levées de soleil. Comme j'avais réservé mes nuits de camping à l'avance, j'avais fait en sorte, en checkant un peu les emplacements, de prendre les emplacements les plus adaptés pour assister au meilleur coucher de soleil. Ah oui, carrément. Et lever de soleil. Ah oui, moi j'aime bien, je suis très organisée. D'accord. C'est un travail de recherche en amont qui est quand même assez conséquent, mais moi j'adore ça, donc c'est pas un problème. Donc du coup, j'avais réservé les emplacements qu'il fallait pour potentialiser au maximum l'expérience, quoi. Tu as senti que le campervan apportait un degré supplémentaire dans l'expérience, dans la liberté, dans la proximité avec la nature ? Du coup, c'est vrai que j'ai finalement pas trop parlé des avantages du van par rapport au combo classique voiture-hôtel. Moi, ce que j'aime dans le camping, c'est cette proximité avec la nature, c'est le fait, voilà, d'être au plus proche de l'action, entre guillemets. Voilà, le matin, de pas perdre de temps sur les trajets et tout ça. En contrepartie, ce que j'aimais aussi dans le combo voiture-hôtel, c'est le confort qui en découle. Clairement, on est quand même tous les soirs entre les murs avec un bon lit, la douche, les toilettes, voilà, tout le confort nécessaire. Et du coup, l'expérience van, ce qui m'a permis en fait de relier les deux. D'avoir cette expérience avec la nature, d'être au plus près de la nature, tout en conservant un confort assez relatif, mais un confort quand même, d'avoir un vrai lit et de pas dormir à même le sol, quoi. Ça, pour ça, je dirais que l'expérience van, c'est l'avantage principal, c'est d'allier le confort de l'hôtel, entre guillemets, avec la proximité de la nature du camping classique, quoi. Et précisément, en préparant l'émission, tu me disais que les matelas du campervan étaient vraiment confortables et que ça pouvait vraiment rivaliser avec ceux d'un motel. Alors, clairement, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, parce que, par exemple, moi qui étais dans la chambre de toit, il faut monter à l'échelle pour pouvoir aller se coucher. Edith, pour pouvoir aller se coucher, il fallait qu'elle grimpe aussi dans le lit, parce que t'as pas accès directement, c'est pas à ton niveau, en fait, t'es obligé de grimper pour aller dans le lit. Donc ça pourrait faire tiquer un peu les gens. Mais en termes de confort pour la nuit, pour dormir, moi j'ai mieux dormi dans le van que dans les motels. Ouais, les matelas sont assez durs. Moi j'aime bien dormir sur des matelas durs. Edith, elle est pareil. La première nuit, il faut une adaptation parce que forcément, ça change de notre quotidien personnel. On n'a pas les mêmes matelas, mais en fait, on s'est très vite adapté au matelas de campervan, à tel point que quand on est repassé au mode voiture, motel à la suite du voyage, quand on a rendu le campervan, on n'a pas réussi à se remettre en fait à la... Ils sont très moelleux, les lits. Alors c'est très confort, c'est très cocon, mais finalement sur l'ensemble de la nuit, c'est quand même moins agréable. On avait plus mal au dos le lendemain matin, après les nuits en motel qu'après les nuits en van. Donc on a mieux dormi si on enlève la chaleur. Les nuits où il faisait pas trop chaud. En tout cas, on a mieux dormi dans les vannes que dans les motels. Justement, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais dans cette expérience ? Qu'est-ce que je changerais ? Alors, si c'était à refaire, déjà, je pense que je prendrais un van moins gros. Oui. Parce qu'on était deux. Alors, c'était très confortable et tout ça. Mais finalement, on n'a pas utilisé l'intérieur. Donc, ils ont le Santa Cruz, qui est un petit van où il y a juste le lit, en fait, à l'arrière, et puis 2 places avant. Je pense que ça nous aurait largement suffi. Ça nous aurait donné encore plus de liberté, plus de facilité pour le quotidien.
même si ça va, c'est tout relatif, les difficultés qu'on a eues avec le van, mais voilà. Moi, je pense que je prendrais plus petit. Je ne partirai pas dans le sud de l'Arizona au mois de juin, clairement. Très mauvaise idée. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, la dame qui nous a accueillis à Escape Camper Van. Elle était surprise qu'on ait choisi cette destination. Elle dit, nous, c'est notre basse saison, en fait. Sur l'été, sur les 3 mois d'été, donc juin, juillet, août, ils avaient que 5 réservations. Donc, c'est te dire, alors qu'ils sont full toute l'année. Oui. Elle dit, d'habitude, les vannes, en fait, à peine arrivés, repartent direct. Là, on n'a que 5 réservations sur tout l'été. Dis-nous, c'est l'hiver ici, on est tous enfermés à la maison, on ne sort pas parce qu'il fait trop chaud, et en effet, on a eu des températures qui ont pu monter au-dessus de 50, donc c'est pas simple dans la journée, on se réfugiait quand même dès que possible dans les magasins avec la clim pour essayer de préserver un peu notre intégrité physique. Donc voilà, je partirai pas à cette période de l'année, ou alors dans un endroit plus frais, clairement. Il y a forcément, sur un voyage, il y a toujours des moments de doute où on se dit on aurait dû faire autrement, mais avec le recul, tu vois, ça fait 1 mois et demi maintenant que je suis rentrée, 2 mois du coup que j'ai rendu le van, parce que j'ai continué mon voyage après l'avoir rendu, donc ouais. Et non, il n'y a pas vraiment de regrets, et je changerais pas grand chose finalement, hormis ces 2 aspects-là, voilà, prendre un van plus petit, et partir dans une région plus adaptée à cette période de l'année, quoi. Et je précise que sur le site de Campervan, ce qui est très bien, c'est qu'il y a tous les plans de cabine de leur van, ce qui vous permet de vous projeter à l'avance dans l'environnement et de vous imaginer selon, encore une fois, votre personnalité, votre âge, votre condition physique, tout ça est important. Tout à fait. Mais effectivement, il y a moyen sans doute de trouver un compagnon pour soi. Pour terminer, Johanna, j'ai quelques petites questions pratiques à te poser. Est-ce qu'il faut un permis spécial pour louer un campervan ? Non, du tout. Le permis B suffit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin du permis international. Le permis normal, classique, ça marche. Très bien. Tu y as répondu tout à l'heure, mais je la repose quand même. Est-ce que le véhicule est équipé de toilettes ? Non. Pas de toilette, pas de douche. Juste la cuisine et le lit. Ok. On précise qu'il y a un kit douche solaire qui existe en option, et voilà, pour ceux qui aimeraient avoir ce confort en plus. Est-ce qu'il y a des prises électriques à bord ? Non, juste des allumes-cigares, mais du coup, il y en a un à l'avant, un sur la plage arrière, et puis il y en a de mémoire 2 dans l'espace nuit. Donc il y a moyen de brancher une prise sur l'allume-cigare, du coup, qui sont présents. Après, c'est fortement déconseillé parce que la batterie n'est pas conçue pour pouvoir charger toute la nuit. Donc, quand on conduit, il n'y a pas de souci, mais finalement, quand on conduit, on n'est pas dans l'espace nuit. Donc, les allumes-cigares de l'espace nuit, je ne sais pas trop à quoi ils servent, en fait. Quel conseil finalement est-ce que tu donnerais à des voyageurs qui seraient tentés par un premier road trip en campervan ? Moi, je conseillerais d'organiser son voyage en amont et de prévoir ses étapes comme s'il partait à l'hôtel, en fait. Déjà parce que il faut avoir en tête que si les hôtels, ça part vite, les locations à l'approche des grandes vacances, qu'elles soient américaines ou européennes, les campings, c'est la même chose. Il y a des endroits qui sont full des mois à l'avance. Donc, faut l'avoir en tête. Alors, l'Arizona, fin juin, il n'y a pas de souci. Si vous voulez ne rien prévoir, quasiment tous les campings où je suis passée étaient quasiment vides. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, quand je suis partie fin août et que j'ai traversé entre Las Vegas et Yellowstone, globalement, on avait réservé une bonne partie de nos campings et on avait bien fait parce que tout était plein. Partout où on est passé, en fait. Donc, moi, je pense sur un premier voyage, pour s'éviter de la charge mentale et du stress, pré-réserver les campings. Au moins, il n'y a pas de stress, on sait où on dort le soir, on se prend pas la tête, on profite de la journée sans avoir avec ça en tête, se dire, oh là là, il faut tout anticiper, parce que il y a beaucoup de campings aux États-Unis, mais c'est pas forcément facile de les trouver, même avec les bonnes applications. Des fois, on a galéré pour les nuits, on n'avait rien.
On n'a pas toujours du réseau partout en plus. Il y a beaucoup d'endroits où on n'avait pas de réseau, donc fallait rouler pour trouver du réseau. Ouais. Pour moi, c'est d'une charge mentale on peut s'épargner, en tout cas sur un premier voyage. En fonction du nombre de personnes, de pas vouloir forcément prendre le plus gros van. On imagine qu'un gros van, c'est égal plus de confort. Je suis pas certaine. Alors, j'ai pas testé les petits vans, mais j'ai l'intention de le faire dans un futur plus ou moins proche. Donc, du coup, j'en parlerai mieux à ce moment-là, mais en fait, on y dort seulement. La journée, c'est fait pour conduire. On n'y passe pas notre vie dedans. Alors après, si on va dans des zones où il risque de pleuvoir, bon, en effet, peut-être qu'un van un peu plus grand, c'est plus confortable. Mais si on a juste... l'idée, c'est que pour dormir comme une tente, contentez-vous d'un petit van, quoi. Ce qu'on voit bien, Johanna, en fait, c'est que l'expérience d'un camper van peut s'adapter à de nombreuses personnalités de voyageurs. Selon les options choisies, selon la catégorie de véhicule choisie, selon le niveau d'organisation qu'on a mis dans ce voyage, eh bien en fait on peut prendre énormément de plaisir et ça a été ton cas dans cette expérience au mois de juin. Je voudrais te remercier beaucoup pour ce retour d'expérience qui a été fait en toute honnêteté. Je t'ai laissé libre champ dans la préparation de ce podcast et je te remercie infiniment. On va aussi évidemment remercier Escape Camper Van. Merci à eux pour d'abord leur confiance et puis leur gentillesse. Ils ont été adorables du début à la fin. Ils ont été parfaits, vraiment. Je n'ai rien à redire sur l'expérience client en tout cas. De A à Z, ils ont été d'une écoute et de très bons conseils. Moi, je tenais à te remercier déjà de m'avoir accompagné dans cette expérience, m'avoir proposé de vivre cette expérience. Mais avec plaisir. C'était un rêve éveillé. J'ai été ravie de pouvoir vivre tout ça. Edith aussi. Remercie Sunset et Escape Camper Van pour cette semaine incroyable qu'on a vécue. Voilà, qui n'a pas toujours été parfaite, mais quel voyage l'est réellement à 100%. C'est ça. Même si, bon, on tend quand même au 100% quand on est aux États-Unis. Oui, c'est clair. Donc voilà, merci encore. Avec plaisir. On vous a mis en description le lien vers le site de la compagnie Escape Camper Van, mais aussi vous allez retrouver le lien vers l'article de tes aventures avec Mesa et les photos. Vous allez voir que ce sont des belles machines. Il y a une vidéo aussi sur Instagram. Ah ok, voilà. C'est vrai. Voilà vos réactions, vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. Johanna y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. À bientôt pour le 2e épisode de Check-in saison 4 et d'ici là, prenez soin de vous.